Père a pris sa retraite à l'âge de 62 ans. Bon, c'est vrai qu'il était comme beaucoup de gens qui travaillent à Férodo, il toussautait un peu l'hiver, bon, mais c'était sans gravité apparente. Et puis très rapidement, eh bien, il a commencé à avoir une fièvre, une toux plus insinueuse, et puis qui n'arrivait pas à se guérir. Donc le médecin l'a envoyé passer des examens. Et là, ben, on a décelé une tumeur. En fait, le mot n'était jamais dit. C'est difficile de dire ce qu'on a décelé parce qu'il avait quelque chose au poumon. 2 ans plus tard, mais il est décédé, voilà, après avoir souffert vraiment, je peux dire, un martyr, parce que c'est vraiment très, très douloureux. C'était évident que c'était une maladie due à son contact depuis 40 ans avec l'amiante. Maman, elle n'a jamais travaillé dans l'amiante, mais les mamans brossaient régulièrement tous ses vêtements dès qu'ils rentraient. Et en 96, maman a commencé pareil, à avoir un genre de grippe qui ne guérit pas. Donc elle a eu une radio et pareil, de nouveau, elle a été aussi atteinte. Mais enfin là, ça a été pour nous un coup de masse parce que c'était pas possible, quoi. Autant papa, c'était dur et douloureux pour nous, mais il avait travaillé. À la limite, on commençait à savoir que les gens mouraient de l'amiante. Donc c'était terrible, mais plus vraisemblable. Mais elle qui n'y avait jamais travaillé, on s'est dit c'est pas vrai, quoi. Ça nous a semblé être quelque chose d'une injustice profonde, quoi. C'était trop, les deux, c'est trop. J'ai perdu donc mes 2 parents et 3 oncles. Donc 2 frères à mon père et le frère à ma mère. Et tous avaient travaillé chez Férodo. Oui. D'abord, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. C'est vrai que l'Assemblée Générale est un moment important, puisque les grandes batailles de l'amiante, on a beau dire, c'est Condé sur Noireau. Et quand on sait que malheureusement, ces maladies se déclenchent quelquefois 10, 20, 30, 40 ans, même plus, après la fin d'exposition au risque, c'est pour vous dire que si on interdit l'amiante en 1997, on peut dire qu'en 2040, par exemple, il y aura encore des maladies dues à l'amiante. Merci pour tous les camarades décédés. Et pourtant, cette histoire de mort avait commencé comme une histoire d'amour. Une histoire d'amour à 3 entre Condé-sur-Noireau, Férodo et l'amiante. Dans les années 60, j'habitais ce gros bourg du Calvados qui rêvait déjà d'être une ville. J'avais 15 ans. Mon père travaillait chez Férodo, où on fabriquait par millions des garnitures de freins et d'embrayage à base d'amiante. Ici, on vivait par Férodo, avec Férodo. Ce mariage idéal, cette harmonie de façade arrangeait tout le monde. La mariée était très belle. C'est une période où il n'y avait pas de problème pour trouver du travail. J'étais à l'armée et je me suis trouvé engagé par Férodo en 1961. Je devais rentrer le 1er mai. Les événements d'Alger ont fait que je n'ai pas pu rentrer à l'heure et je suis arrivé dans l'entreprise que le 15 mai. J'avais 23 ans et puis j'avais 2 enfants. Et à la suite d'un cousin qui habitait Condé-sur-Noireau, qui m'avait dit qu'il y avait du travail, je suis rentré chez Férodo au mois d'avril 1954. J'étais chauffeur-livreur chez un marchand de meubles. Je voulais gagner un peu plus cher. Donc j'ai postulé chez Férodo et j'ai été embauché, tout simplement. Nous n'avions absolument aucune difficulté à recruter. Je peux d'ailleurs vous donner un exemple. En 68, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça en mémoire, mais au cours des mois de septembre et d'octobre, nous avons recruté 200 personnes. L'usine, quand vous veniez vous faire embaucher à Caligny,
Vous aviez un logement, vous ne payez pas de loyer. Puis pour moi, dans les bureaux, c'était quelque chose de fabuleux. De rentrer, quitter le collège à 18 ans et 15 jours après être embauché, c'était fabuleux. Tout le monde, enfin ceux qui rentraient chez Ferrodo, étaient quand même des gens qui étaient... oh bah tiens, travailler chez Ferrodo, c'est bien. C'est bien. C'était la bonne boîte. Dans les vallées proches de Condé, les usines Ferrodo portaient des noms exotiques. Martinique, Petite Suisse, Plafond, Vaudevert. On y travaillait l'amiante depuis 1880. Et maintenant que je sais que l'amiante est mortelle, je me demande comment, pourquoi on a pu accepter ça. Pourquoi certains de mes amis sont malades, pourquoi leurs parents sont morts. L'amiante, un matériau jugé miraculeux, était pourtant soupçonné d'être cancérigène depuis 1906. L'asbestose, une maladie pulmonaire, mortelle à long terme, avait été reconnue maladie professionnelle en 1947. À cette époque, les conditions de travail étaient particulièrement difficiles. Personne m'avait dit qu'un jour je reviendrais ici, j'aurais jamais cru. Hein. Oh là là là, il y a des roses partout. À 14 ans, en 1952, Thérèse Baloche travaillait dans cette filature d'amiante que Ferrodo a fermée en 1958. Elle y revient aujourd'hui, accompagnée du propriétaire actuel des lieux. Nous, on entrait là et on allait par là travailler. Et ici, c'était les camions d'amiante, vous savez, qui déchargeaient les camions. Là, c'était la livraison. C'était la livraison ici, là. Toute l'amiante était mise par terre ici. Sous forme de roche? Non, en poussière. Hein. Elle était en poussière, elle était déjà en poussière. Derrière, il n'y a plus rien derrière. Les bâtiments étaient abattus. Eh ben voilà, oui. Alors la filature, elle était là-bas. On travaillait là-bas. Dans ma petite tête, je ne comprenais pas vraiment, comme la pierre était broyée, qu'on pouvait en faire du tissu. Vous voyez? Et effectivement, vous avez des très grandes fibres, et vous avez certaines amiantes, l'amiante bleue qu'on l'appelait à l'époque, qu'on employait des fois dans certains tissus, qui étaient des fibres qui étaient beaucoup plus longues, qui faisaient 20 à 25 cm de long. Donc c'était beaucoup plus facile pour les tordre, si vous voulez, pour faire du fil. Ah oui, ça que vous pouvez identifier? Oui, des bobines. Sur quoi on filait l'amiante? On mettait ça dans une broche, et puis alors ça tournait par là. Et voilà, là, on faisait le fil là-dessus, le fil s'entortillait là-dessus, ce qui faisait une grosse bobine comme ça. On n'en ramassait pas qu'une, on les mettait comme ça sur notre bras, on en mettait plusieurs. Vous voyez, alors des fois, on partait d'ici, des fois pour les tenir comme ça, avec notre, voilà, pour pas qu'elles tombent. J'aurais encore l'habitude de le faire. Mais dans tous les postes, que ce soit au tissage, au cardage, ou ceux qui faisaient des torons, ou, comment je veux dire, la filature, partout, on avait de la poussière. On avait un genre de métier qui était ici. Alors il y avait une fille qui travaillait là et l'autre à l'autre bout. Et la cordonnerie tournait, vous voyez, c'était plusieurs fils qui étaient rassemblés, qui faisaient du cordage. Aucune ouverture, vous voyez, il n'y avait rien qui s'ouvrait, il n'y a rien. Vous voyez, la poussière, c'était incroyable. Il y avait des aspirations pour Très peu. la poussière? Il y en avait déjà des aspirations. Mais ça passait outre parce que les filtres des aspirateurs, enfin des filtres qu'il y avait, étaient toujours bouchés par la poussière d'amiante, justement. Et c'était pas nettoyé régulièrement. On avait autre ça d'amiante sous les métiers à filer. Tous les jours, on balayait midi et soir. Alors, quand on arrivait au bout du métier, quand c'était balayé, on prenait l'amiante à brasser, on la mettait dans un sac, et puis voilà. Ah oui, c'était dans des conditions... Est-ce que les ouvriers qui vidaient les sacs avaient des masques? Ah non. Alors là, on n'avait aucun masque. Aucun. Les gens faisaient ça à main nue. Il n'y avait aucun masque. Moi, j'en ai connu qui vidaient les chambres à poussière. Parce que les aspirations, justement, la poussière était récupérée, ce qu'on appelait des chambres à poussière. Et ces chambres à poussière, il y en avait qui les vidaient pour mettre ça dans des sacs. Alors, quand ils sortaient, on aurait dit un bonhomme de neige, on aurait dit le Père Noël. Hein. On enlevait les déchets d'amiante sur nos bras, qu'on mettait sur nos bras. On avait un sac à poubelle qui était au bout du métier. Et on mettait nos déchets dedans. Vous voyez, c'était toujours sans arrêt, l'amiante tout partout. Il y en avait d'accrochés partout. On était... C'est qu'on a travaillé l'amiante pure, hein, mais pure. Hein, ça ne pouvait pas être plus malsain. À bien réfléchir, ça ne pouvait pas être plus malsain. Ouais. Dans les années 50, le seul texte en vigueur et réglementant un minimum les conditions du travail de l'amiante remontait à 1913. À Condé, ce travail malsain,
l'amiante dangereux à respirer avait été très tôt dénoncé par les syndicats. J'ai retrouvé cet article de mars 1956. Presque tous les ouvriers de Ferraudot sont en grève. On y lit qu'à l'origine du conflit, il y a le renvoi de M. Poisson, un délégué syndical CFTC, qui a refusé de balayer un atelier pour ne pas soulever de poussière d'amiante. Des tracts stigmatisent les conditions de travail et la déficience des aspirations. Le syndicat cherchait là un moyen d'attirer l'attention sur l'asbestose. Personne ne parlait d'asbestose à l'époque. Hein. On parlait d'essoufflement, de ceci, de cela, mais d'asbestose, on n'en parlait pas. Je me souviens avoir vu des gens que le père, la mère et le fils, assis sur des chaises, là, parce c'était dans des cités, on appelait ça les cités, là-bas à Caligny. Vous savez, c'est tout un ensemble de maisons. Étouffés, là, ils étaient assis dehors. On disait, c'est des gens qui sont tuberculeux. Vous voyez, le père, la mère, le fils mort à 32 ans, étouffé. Moi, avant de rentrer chez Ferraudot, j'avais entendu parler vaguement qu'il y avait des gens qui étaient malades, mais bon, maladie professionnelle. À l'âge que j'avais, ça ne m'inquiétait pas du tout. Hein. Non, à 18 ans, quand je suis rentrée, je n'ai pas eu la sensation que je rentrais dans une société dangereuse. Moi, je n'ai jamais pensé à seul instant que j'allais mourir de l'amiante ou que mon mari serait décédé de l'amiante. Jamais. Pourtant, mes parents étaient malades, mais je m'étais dit, ils sont malades parce qu'ils ont travaillé directement l'amiante, ils ont manipulé l'amiante. Moi, je suis rentrée dans les bureaux, c'était un peu différent. J'avais la sensation que dans les bureaux, on ne pouvait pas être malade. Que l'amiante ne passait pas les portes, comme on dit. Mais comment savoir ? Pourquoi être sur ses gardes si l'entreprise ne vous dit rien ? Ou pire encore, si elle ne dit pas la même chose aux ouvriers et aux cadres supérieurs qu'elle embauche ? Je dis bien, dès le départ, on m'a dit, monsieur, vous allez venir dans une entreprise ou dans des usines où il y a un risque de maladie professionnelle lié au travail de l'amiante. Bien sûr qu'on me l'a dit, bien sûr. Disons, la visite d'embauche, elle se passait au plafond. Le docteur, à ce moment-là, c'était le docteur Pont. C'était une visite de routine. Hein. Il ne nous a pas du tout mis en garde, il faut vous protéger, il faut faire attention à ci, parce qu'il y a des risques de maladie, il y a des risques de telle et telle chose. Ça, on n'en parlait pas, même au niveau de l'embauche. Je ne me souviens pas du tout, on m'aurait dit de toute façon que ça pouvait faire mourir, je pense que j'aurais peut-être réfléchi. Je ne serais peut-être pas resté longtemps, en fin de compte. Il n'y avait pas, si vous voulez, de panique permanente au sujet de l'amiante. Les précautions étaient prises, si on respectait ces précautions, les choses devaient se passer normalement. Donc il n'y avait pas non plus à engendrer la panique par des paroles un peu excessives. Ce qu'il y a, c'est pareil, le problème de l'amiante ne s'avère pas dans les premières années. Mon cas personnel, ça s'est réveillé 30-40 ans après. Donc, dans les débuts, vous ne ressentez rien. Vous voyez ? Moi, j'ai travaillé que 4 ans au maximum, à peine 4 ans. Et malheureusement, je suis pensionné à 30%. J'ai été reconnu, mais il y en a combien qui n'ont pas été reconnus ? Mais en plus, ça s'aggrave actuellement. Et puis, je suis ventilé toutes les nuits. Hein. Là, ça va, vous voyez ? Si je fais 2-3 mouvements comme ça, un peu rapides... Moi, j'ai été reconnue malade en novembre 1996, lors de la visite médicale annuelle. Dans l'usine ? Oui. Le docteur m'a passé une radio. Il m'a dit, asseyez-vous, il faut que je vous prévienne de quelque chose. Je me disais, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, vous devez vous en douter, ça fait 26 ans que vous êtes parmi nous. Vous avez de l'asbestose. Moi, j'ai été effondrée. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Vous êtes allé voir votre médecin traitant, votre médecin personnel ? C'est-à-dire que le médecin de l'usine m'a envoyé passer un scanner qui a confirmé.
On est allé voir l'expert qui a reconfirmé, puis voilà, j'étais reconnue à 10%. 18 mois après, j'étais reconnue à 30 et 2 ans après à 40. Ça a été très très vite. J'ai contacté à plusieurs reprises le médecin de Ferraudot. Il a refusé de me recevoir, comme beaucoup de ses confrères, médecins de la ville, des hôpitaux des environs ou du CHU de Caen. C'est d'autant plus regrettable quand on écoute les membres du bureau de l'association locale des victimes de l'amiante. Ce que je trouve un petit peu lamentable dans le fonctionnement, c'est que la victime n'était jamais au courant. Toi, en 83, tu as eu des problèmes de santé, il a passé des examens, on ne lui a jamais rien dit. Il l'a appris que l'année dernière. J'avais un doute. Alors j'ai passé un scanner de mon propre gré, et sur ce scanner, il apparaissait que j'étais contaminé dans les 2 poumons par l'amiante. Au vu de ça, j'ai écrit au médecin de l'usine, et il m'a envoyé le compte-rendu succinct, bien sûr, de toutes mes années passées à l'usine. Et il apparaît là-dessus, parce que je l'ai fait voir à mon gendre qui est médecin, il a mieux compris que moi, qu'en 80, radiographie standard de face, cul-de-sac, G émoussé. C'était déjà marqué. Alors la médecine m'a dit, ça c'était déjà signe d'amiante. Mais oui, mais non seulement le médecin m'a menti, mais les patrons aussi. J'ai été embauchée le 1er avril 1958 à l'usine des Vaudeverts, en retorderie. Et puis, en 1966, j'ai été mutée à Condé-sur-Noireau. Et puis, je travaillais à la pesée, vous savez. Monsieur, il se promenait tous les jours dans l'usine, hein, il faisait son petit tour. Et puis, en tête d'après-midi, il passe et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous travaillez pour là? Ben, je dis, si, je travaille là. Et ben, il me dit, comment ça se fait? On vous enlève de l'amiante et on vous remet dans l'amiante. Oh, mais je dis, moi, je suis pas enlevé pour l'amiante, je suis pas d'amiante. Oh, mais il me dit, moi, je suis pas de votre avis. Il m'a sorti mon dossier médical, je pense. Et dans le coin, c'était mis, sujet à ne pas laisser avec l'amiante serait trop dangereux. Et là, il m'a dit, je ne vous ai rien dit. Son rôle de directeur, ça aurait été plutôt de dire, bon ben, moi je ne veux plus vous voir là, je vais vous mettre dans un poste où il n'y a pas de risque. C'était son boulot, alors que là, il ne l'a pas fait. C'est pour ça, quand on parle du silence qui est autour de l'amiante, c'est vraiment... Hein, c'est fou ce qu'on a pu cacher aux gens. Alors j'ai dit, moi, ils nous ont embauchés pour nous faire travailler, gagner notre salaire, mais on n'a pas demandé à nous faire crever. Oui. Et on a cru que les bonbons, ils étaient bons, mais en vérité, ils étaient empoisonnés. Tu fait dépister, non? Oui, j'ai passé un scanner au mois de juillet. Ouais. Bon, j'ai rien. Parce que moi, je suis un peu obsédée, je dois dire que j'y pense sans arrêt dès que je toussote un peu. Je me dis, ça y est, j'ai un peu mal dans le côté. Parce que j'ai vu ça, hein, ça commence comme ça, on tousse un peu trop longtemps, ça guérit pas. Je me dis, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'ai la trouille. Moi, je te dis honnêtement, j'ai les boules. Encore ce matin, le jeune qui me dit qu'il va être opéré, qu'il a de la chimio à l'heure actuelle et qu'il va être opéré d'un poumon, eh ben moi j'y pense après. Hein. Moi, ça me bousille pour ma journée. Hein. Moi, j'ai vu mon beau-père décéder de ça. Et c'est affreux. Hein, mon beau-père, il était arrivé qu'il ne faisait même plus 10 mètres à pied. C'est affreux, c'est affreux. D'ailleurs, la nuit, quand je ne dors pas, et je pense à cette saloperie d'amiante, j'y pense à mon beau-père. En 1961, Ferraudot inaugure à Condé une toute nouvelle usine, ultra-moderne comme on disait alors. La sécurité des travailleurs est revendiquée comme une préoccupation majeure par ses concepteurs. Cette usine rassure, elle nous conforte tous dans notre idée du progrès. Nous considérions que les risques à l'usine de Condé étaient sans commune mesure, c'est-à-dire beaucoup moindres que ceux qui étaient éventuellement rencontrés dans les usines de la vallée. Pourquoi? Parce qu'à Condé, nous utilisions de l'amiante, mais déjà mélangée à d'autres produits, alors que dans les usines de la vallée, nous travaillions l'amiante brute. Des efforts considérables ont été engagés pour faire évoluer cette technologie, d'où des aspirations, des chaînes automatiques de mélange, des aspirations
sur les chaînes de fabrication. Et puis, une des étapes très importantes a été le travail au mouillé. On humidifiait les fibres de façon à limiter la dispersion des fibres dans l'air. Je ne sais pas si vous avez visité l'usine de Condé à l'époque, mais c'était une forêt de tuyaux d'aspiration qui étaient collectés, qui partaient avec des appareils de filtration, enfin bon. Bon, il y avait une aspiration, mais c'était plutôt minime. Hein. C'était pas efficace, hein. Ça ne prenait pas toute la poussière. On les pesait manuellement. C'était des grands bocaux qui étaient comme ça en plastique, on remplissait, il fallait tant de poids dans un bocal. On avait un cadre qui était comme la table, il y avait et on renversait ça 2 par 2. Il y avait une aspiration dessus, mais l'aspiration, elle était au-dessus, mais vous qui étiez plus bas, c'était vous qui serviez d'aspirateur. Hein. Et le masque, ça se présentait comment? Alors le masque, attendez, je pense qu'on va trouver ça. Je dois avoir ça par là. Voilà, le masque, c'est ça, avec un petit genre ouate. Hein. Et puis, on se mettait ça juste pour cacher le nez et la bouche. Hein. Et puis, bon, c'était pas très efficace en fin de compte. Hein. Moi, mon bureau était sur le quai à une époque. Pendant quelques années, ça était sur le quai. Les camions d'amiante rentraient sur le quai dans des sacs en plastique. Quelquefois, ils arrivaient crevés. Les gens prenaient l'amiante à pleine main, remettaient ça dans des sacs, rescotchaient. Nous, on allait dans le stock voir, faire des points de stock et tout. On n'avait pas conscience que, même là, les dernières années, même en sachant qu'il y avait des gens qui étaient malades, l'information ne venant pas vraiment de nos responsables, c'était ça, je pense, le problème. L'information ne venant pas de nos responsables, on n'avait pas vraiment conscience du danger à 100%. C'est vrai, les alertes qui venaient de l'extérieur passaient mal. J'avais gardé ce tract du Secours Rouge, un mouvement gauchiste qui avait tenté, au printemps 71, d'attirer l'attention sur les dangers de l'amiante. Étudiant en médecine ou élève infirmier, les militants du Secours Rouge avaient trouvé avec Feraudo, son amiante et ses patrons une cible qui leur semblait idéale. Bien sûr, on avait le discours de l'époque était assez exagérant et un peu politique, mais je trouvais que c'était le rôle des médecins d'attirer le regard sur le fait que c'était une maladie où il pouvait y avoir une prévention et que c'était le rôle des médecins de pas seulement réparer les gens quand ils étaient malades, mais d'intervenir à la source. Ils avaient enquêté dans les maisons, hein. Ils étaient même venus à la maison, et ils enquêtaient sur l'amiante, et c'est eux, à vrai dire, qui nous ont mis au courant que l'amiante était dangereuse, parce qu'avant on n'en avait jamais entendu parler, jamais. C'était un peu comme si c'était un sujet tabou sur lequel les gens étaient fatalistes, et que on proposait une approche qui, pour réagir, pour pas laisser les faits dans cet état-là, et dire qu'il y avait des solutions et des changements à faire, et que ce n'était pas une fatalité. Moi, je n'ai pas conservé autant, je me souviens très bien des relations que j'avais avec les syndicats, parfois virils, hein, autant le Secours Rouge m'a jamais beaucoup impressionné. Parce que je n'ai pas le souvenir de ce qu'ils ont apporté en plus ou en moins, si vous voulez, à part quelques affiches. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit? Vous allez crever de l'amiante, les patrons, ce sont des assassins. Je vous dis, je ne sais plus exactement comment c'était tourné. Hein. On allait distribuer des tracts. Moi, je me rappelle avoir vu des gens qui sortaient encore avec de l'amiante dans les cheveux. Et un beau jour, ils ont dit, il va falloir essayer de défiler à Flers. Nous avons été à Flers un samedi après-midi, mais quand on est arrivé, il y avait les CRS qui étaient là. Eh bien, je ne vous dis pas. Oh là 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 là, il y a eu des gars qui ont été attrapés, vous savez, d'abord, à coup de matraque. Hein. Nous, on n'a même pas eu le temps de descendre de voiture, parce que puis on avait peur. Hein. J'ai dit, si jamais... On était restés enfermés dans la voiture, mais la voiture a pris des coups de matraque. Hein. Pour la police de l'époque, on était vraiment une bande de terroristes. Moi, quand j'ai vu le Secours Rouge, j'entendais les réflexions, parce qu'il y a aussi les réflexions des salariés où ils disaient oui, mais ils vont couler la boîte, ils nous embêtent, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on va devenir? Il y avait quand même un esprit
Il y a un esprit paternaliste, faut pas rêver. À l'époque, les gens ne voulaient pas perdre leur emploi. Et puis, à partir du moment où on leur disait aussi que ce n'était pas dangereux, il y avait tout un contexte quand même. Moi, je sais que c'est en 70, mon mari et moi, on aurait été licenciés. Où c'est qu'on aurait été? On était tous les deux malades. Il y avait 5 gosses à élever. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On avait une idée un peu fleur bleue du fait qu'on allait porter la bonne parole et puis que c'était une question de bon sens et que ça allait s'arranger. Et que les gens allaient revendiquer pour avoir le droit à protéger leur santé. Et que ce ne soit pas si simple, je pense que c'est vrai que ça a pu en démobiliser quelques-uns. Pas si simple en effet. Quelques coups de matraque, quelques dissensions syndicales, un peu de chantage à l'emploi et le Secours rouge passe à la trappe. Condé retourne à son quotidien. On se préoccupe moins des dangers de l'amiante et de la maladie, et les luttes syndicales passent au second plan. Mais un peu plus tard, en 1975, nouvelle alerte. Des déchets des usines Feraudo, jetés dans la nature, provoquent une grave pollution. Événement sans précédent, la ville va être privée d'eau pendant plusieurs jours. Le barrage de Pont-Écoulant, en amont de Condé-sur-Noireau. C'est lui qui alimente la ville en eau potable. Il a été empoisonné par des déchets de Feraudo déversés dans une carrière proche. On a dû fermer les robinets. Le phénol était le responsable, mais les experts ont oublié de calculer le taux de pollution par l'amiante. Des tonnes jetées dans l'eau, d'après le comité de défense. Marie-Paule Labbaye, sa présidente. Ça a paru tellement évident qu'on s'est tout de même empressé de recouvrir le tas d'amiante d'un film de plastique et de mettre dessus une couche de terre, ce qui fait que maintenant on ne peut plus se rendre compte qu'il y avait là un dépôt d'amiante, il y avait tout ce qu'on voulait. Quelques jours après, une délégation de la CFDT de Feraudo est venue me trouver en me disant c'est vous qui avez dénoncé la pollution par les déchets d'amiante du barrage de Pont-Écoulant et nous on a nos problèmes de maladies professionnelles que l'on n'arrive pas à faire sortir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? J'ai trouvé ça extraordinaire. Et je leur ai dit, mais forcément, bien sûr. Ce n'était que de l'extérieur qu'on pouvait faire de l'information sur les risques. Ça pouvait faire réfléchir certaines personnes, mais surtout pas de l'intérieur, parce qu'il allait rencontrer en face de la direction. L'information n'était pas libre à cette époque. De l'information, les écolos et les syndicalistes CFDT s'unissent pour en faire. Ils invitent Henri Pézra, chercheur au CNRS, militant du collectif amiante de l'université de Jussieu, à un grand débat public. Ça a été houleux, on n'avait jamais vu autant de monde à Condé, je pense, depuis la Libération. Moi, la préfecture m'avait demandé si je voulais être protégé par la force armée, donc c'était quand même très tendu. Le maire avait demandé aux commerçants de baisser leurs rideaux de fer. Le marché couvert était plein. Il y avait d'un côté les ouvriers, il y avait d'un autre côté la direction de Feraudo avec 50 ingénieurs. C'était très chaud. La CFDT voulait absolument que la direction, qu'il y ait une discussion sur la réglementation de ce produit et effectivement sa suppression à terme, il est évident. Une partie de l'opinion était pour nous entendre et l'autre partie refusait de nous entendre. C'était clair. Pourquoi ce refus? Parce que ce refus mettait en cause, si vous voulez, je dirais dans une certaine mesure, la paix sociale, tout simplement. À l'époque, on aurait dit aux salariés, vous êtes virés. Bon, il y avait des couples qui travaillaient, il y avait des enfants. Parce que Feraudo avait une bonne politique sociale. Quand il y avait une personne qui décédait, d'en embaucher les enfants ou la femme. Donc il y avait toujours un remplacement. Si on avait été pour la suppression totale de l'amiante à l'époque, je pense que ça aurait fait un vrai scandale. Et ce qui fait que la CGT a toujours continué sur cette même ligne parce que c'était sa seule chance de pouvoir devenir majoritaire pour la première fois chez Feraudo et maintenir sa majorité. Moi, je peux dire que maintenant, c'est vrai que ça a peut-être été une erreur, mais les salariés n'auraient pas suivi de toute manière.
Néanmoins, les militants anti-amiante poursuivent leurs actions d'information. Un montage diapo militant fera le tour de France. Il rédige et publie A comme amiante, un dossier qui fait encore référence 30 ans après. Alors que cette campagne s'amplifie, la Chambre syndicale de l'amiante contre-attaque en publiant de pleines pages de pub dans les quotidiens nationaux. L'argument est fallacieux. L'amiante est dangereux, certes, mais indispensable, comme le sont le feu ou les rayons X. Au cours des précédentes émissions que l'amiante est un minéral dangereux à manipuler. La télévision, de son côté, n'est pas en reste. Dépister très mal toutes ces maladies. C'est un vaste problème. De nombreuses émissions sur Condé, l'amiante et ses méfaits sont diffusées. Qui risque de mourir de l'amiante. Les conditions de travail, et surtout la maladie, sont enfin médiatisées. Tous les ouvriers et toutes les ouvrières portaient leur masque lorsque nos caméras sont entrées à l'usine du plafond. Malgré tout, certains prennent encore trop de risques en travaillant au broyage de l'amiante ou dans la chambre à poussière. Dans cette maison, un ouvrier de Feraudo est atteint d'asbestose à 100%. Il vient d'atteindre l'âge de la retraite. Il y a une chose, il me manque de souffle. Ça baisse tout le temps. S'il n'y avait pas ma bouteille, alors, je ne tiendrais pas. J'ai les ongles tout bleus, par le moment. Moi, du sang, quand bientôt du sang fait. Vous avez des problèmes de Parce que je circulation, n'ai pas assez d'oxygène. Oui, c'est ça. Tout ce tapage médiatique va finir par aboutir. En août 77, plus de 60 ans après le texte de 1913, Raymond Barre signe enfin un décret qui fixe un seuil au nombre de fibres d'amiante en suspension dans l'atmosphère des ateliers. Mais cette norme n'est peut-être qu'une fausse piste. C'était l'alibi que les pouvoirs publics se donnaient pour répondre, si vous voulez, à la campagne que nous avions lancée. Vous dites que ce matériau est dangereux, bon ben voilà, on prend un décret prévention qui va permettre ceci, cela, etc. On sait, après le décret de 77, bon, la question de l'arrêt de l'amiante était repoussée à demain, parce qu'en fin de compte, on avait un décret qui réglementait au minimum les taux d'empoussièrement, et donc dans les entreprises, et notamment à Feraudo, on s'est engouffré dans cette application, parce qu'il y avait là gros de boulot à faire. Alors là, vous avez un certain nombre de documents, notamment de l'amiante et votre santé. Ce document d'information a été remis à tous les salariés de Feraudo en 1978, où on retrouve un certain nombre de consignes, notamment « Encourez-vous les risques lesquels ?» pour vous protéger, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, notamment mettre le masque. Est-ce que vous connaissez ce document ? Non, 77. Vous avez déjà vu ça ? Ah non, pas du tout. Et vous, Thérèse ? Non plus, non. Non, ça ne me dit absolument rien. Ça, vous l'avez eu, ce livre ? Oui, je pense. Oui, ça, on l'a eu. Mais moi, je ne me souviens pas avoir eu des réunions par nos chefs de service suite à la diffusion de ce petit manuel-là pour approfondir un peu la chose en disant, bon, il y a ça, mais il faut le mettre en application sur vos postes. On a aussi, je me souviens,
inciter les gens à porter le masque, des masques individuels. Bon, on avait d'ailleurs beaucoup de mal à les faire porter, ces masques, parce que les gens, ça crée une certaine gêne, vraisemblablement. Hein. Le problème du masque coton, c'est que ça empêchait, parce que quand on respire, dans l'air, il y a de l'humidité. Et ce qu'on appelait, nous, la langue de plâtre. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, ou 1h30, vous aviez la langue tellement gonflée, tellement sec, parce que le masque en coton, il était là, mais on ne pouvait plus respirer, donc, mais il ne fallait pas demander un deuxième masque, hein, sinon un par jour. Donc le masque, il arrivait où? Sur le front. Et on travaillait comme ça. Parce que sinon, vous ne pouviez pas faire votre journée. Et si vous ne faisiez pas votre journée, votre chef, il disait, non, tu n'as pas fait ta journée, un avertissement. À l'époque, on ne voulait plus voir de copeaux de poussière au sol, suppression des balais pour ne pas remettre la poussière éventuellement en suspension. Moi, j'ai eu énormément de mal à faire admettre aux gens qu'il fallait plutôt aspirer que de balayer. Parce que les gens ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas. Les matins, je nettoie mon poste, laisse-moi avec mon balai. Non, tu sais bien que c'est pas ce qu'on t'a demandé. C'est de prendre le tuyau d'aspiration et de nettoyer ton poste. Pourquoi il y avait des balais? Parce que quand les délégués du personnel demandaient des aspirateurs pour nettoyer, il n'y en avait pas assez. Parce que je vais donner un exemple. Si vous finissez à 22h le soir, vous commencez votre nettoyage à moins le quart. Et quand vous avez 140 personnes dans une section où il y a 2 aspirateurs, en un quart d'heure pour nettoyer 1500 mètres carrés ou 200 machines, vous imaginez que les gens, il fallait qu'on quitte, que le poste soit propre. Et comme il n'y avait que 2 aspirateurs, on prenait les balayettes. J'entends encore la question de délégué du personnel en disant quand est-ce que vous allez commander de nouveaux aspirateurs Nilfix plus puissants, enfin bon, ça je me souviens très bien. Alors nous, en DP, c'était toujours des questions répétitives. Telle et telle machine, on manque d'aspiration, voir à améliorer la protection de l'opérateur. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, souvent, on leur disait, écoutez, bon, d'accord, bien noté, bon, maintenant, ça sera... on essaiera de faire ça dans le meilleur délai, autant que faire se peut. On essayait de donner des délais, quand même, des délais maxi. Donc, je me souviens, on avait essayé... Parce que c'est vrai qu'à une époque, on a peut-être tendance à dire, écoutez, on étudie la question, on verra ça. Dans les années 80, après les décrets Barre, Condé est très occupé par les détails, par ce gros de boulot de la prévention auquel chacun, ouvrier, syndicat, patron, semble s'être attelé. Mais un nouveau protagoniste est apparu. Discret, masqué, créé de toutes pièces par le lobby industriel, le CPA, le Comité Permanent Amiante. Il va occuper tout le terrain avec un seul but, retarder l'interdiction de l'amiante. C'était une instance sans statut juridique particulier, un groupe de réflexion qui était constitué à la fois de scientifiques, de médecins, de ministères concernés par les problèmes d'amiante, que ce soit le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé, de l'environnement, de l'industrie, d'organisations syndicales. On va retrouver à peu près toutes les organisations syndicales au sein du CPA et on échangeait des idées et on collectait au sein du CPA les différents points de vue. Le comité permanent amiante communiquait beaucoup et je dois dire que nous nous sommes même servis de sa communication, notamment dans la mesure où effectivement on pensait, notamment dans les années 75-80, qu'en réduisant notablement les expositions, on allait arriver effectivement à avoir un risque minime. Pour faire accepter cette idée, le CPA publie de nombreuses brochures qui martèlent dans les milieux institutionnels un leitmotiv tendancieux. On peut faire de l'amiante un usage raisonné et donc sans danger. Les médecins à l'époque, du fait de la composition aussi du comité permanent amiante, c'est-à-dire avec des scientifiques, avec des enseignants en médecine du travail, avec des syndicalistes qui faisaient partie de CHSCT,
pensait que ces publications pouvaient être utilisées. J'ai du mal à comprendre que ce soit la CGT que les autres syndicats puissent siéger au CPA et se faire endormir comme ils se sont fait endormir. Si vous voulez, c'était effectivement le CPA qui dominait et l'INRS ensuite, si vous voulez, distribuait, reproduisait les brochures du CPA. Donc c'était effectivement l'organe de référence. Et qui en fait était complètement entre les mains du patronat. Donc toutes ces discussions du CPA, si elles étaient parties d'un bon principe de prévention à l'origine, c'est-à-dire en 1982, a clairement été orientées par les industriels de l'amiante qui voulaient défendre leur industrie dans le milieu des années 80 pour orienter les discussions vers la fin des années 80 vers des problèmes qui les gênaient peu, comme le problème des flocages, de manière à assurer un lobbying de leur activité industrielle, c'est bien clair. Oui. Les gens qui produisaient l'amiante dans les mines ont fait du lobbying pour défendre l'amiante au-delà de ce qui était raisonnable. La propagande du CPA produit ses effets les plus flagrants à Condé et dans l'entreprise. Aux ouvriers embauchés en 1980, le médecin de l'usine présente toujours l'amiante comme un produit banal. On avait été reçus en groupe par le docteur Pont et il nous disait, on était, je sais pas, environ peut-être une quinzaine de personnes, en nous disant voilà que bon bah c'était une usine très moderne, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il fallait pas écouter tout ce que disaient les gens par rapport à l'amiante, il y avait énormément d'aspiration, et que bon si on avait un petit problème de grattement, que si on avait un petit problème avec l'amiante, il fallait boire du lait, qu'il n'y avait pas de problème, et que ça allait se passer avec ça. Banaliser l'amiante, nous endormir pour continuer à utiliser un matériau rentable, ces pratiques des industriels, en réalité, étaient très anciennes. En mai 1964, c'est un entrefilet discret qui annonce un congrès médical organisé à Caen par la Chambre syndicale de l'amiante. J'ai longtemps cherché les actes de ce colloque avant de les retrouver finalement à l'INRS. Et là, dans ces rayonnages, se cachait une véritable bombe. Dans ce congrès sur l'asbestose, le docteur Wagner aborde une toute autre question. Ce médecin britannique a relevé en Afrique du Sud de nombreux cas de mésothéliome, un cancer lié à l'amiante. Contrairement à l'asbestose, ce cancer ne nécessite pas une exposition longue et il est mortel dans tous les cas. Wagner a formellement confirmé ses travaux en Angleterre parmi les ouvriers qui manipulent l'amiante dans les chantiers navals. Dans l'exposé de Wagner, il y avait toute l'enquête faite en Grande-Bretagne même qui montrait qu'après ce qui avait été découvert en Afrique du Sud, il en avait été découvert un nombre de cas beaucoup plus importants en Grande-Bretagne même et uniquement chez des gens exposés à l'amiante. Ce nombre important de cancers sera occulté dans la Bible des médecins du travail, qui publie en novembre 1964 un bref résumé du congrès. Ce compte-rendu est signé par l'organisateur même du colloque, le docteur Avril. C'est le médecin-chef de l'entreprise Ferrodo et de la chambre syndicale de l'amiante. Mais c'est une toute autre version de l'intervention de Wagner qu'il donne. Avril prétend que rien n'est prouvé quant au rôle cancérigène de l'amiante. Pendant des années, les médecins du travail vont se fier à cette seule source d'information. Et les falsifications des manipulateurs dureront 30 ans. Mais dans les années 90, ils sont rattrapés par la vérité. À Condé, comme ailleurs, l'amiante tue. Ma prise de conscience par rapport à l'amiante, là je parle de moi individuellement, elle s'est faite sur c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais sur un détail. Mais un détail qui a son importance, c'est que on avait dans les panneaux les faire-part de décès. Donc un jour, vous avez des faire-part, vous envoyez un. Mais chez nous, c'était quand même, excusez-moi, mais c'était 3 la semaine.
On est à cette époque vers 800-900 cas de décès par mésothéliome par an, alors que la dernière brochure du CPA annonce 200 décès. On recevait ce qu'on appelle le bulletin du retraité, où il y avait toutes les photos des gens qui étaient décédés. Je prends la calculette, toujours la manie. Je prends la calculette et je commence à prendre la date de naissance, la date de décès, je fais le nombre de personnes, je divise l'âge et là, ma grande surprise, ça dépassait pas 65 ans. Alors là, je me dis, si vous voulez, dans votre tête, il y a un truc qui colle plus. Tu dis, attends, il y a de moins en moins. On vous dit que vous travaillez dans de bonnes conditions et on s'aperçoit que les gens, ils meurent toujours de plus en plus. À partir de ce moment-là, de 93, moi je prends publiquement position en disant ce n'est plus possible, maintenant il faut arriver à l'interdiction. Diligentée par le ministre de la Santé, une expertise collective de l'INSERM confirmera ces chiffres. Si vous voulez, j'étais à la fois ministre du Travail et ministre de la Santé. Le ministre du Travail entendait, alors que je commençais à gérer une période de chômage liée à une croissance qui faiblissait, j'entendais le monde industriel dire le ministre du Travail ne va pas encourager en quelque sorte la suppression d'emplois par une mesure normative sur l'amiante qui va faire fermer des entreprises. Et le ministre de la Santé savait qu'il fallait fermer. On ne peut pas, au moment où on a la certitude que parmi ces salariés, il y en a qui peuvent développer un cancer de la plèvre, on ne peut pas hésiter, c'est pas possible. Et là, immédiatement, j'opte avec une fermeté absolue parce que j'ai conscience qu'il y a là une certitude scientifique pour l'interdiction totale. Alors évidemment, il y a les entreprises qui ne tardent pas à se manifester en demandant un délai, parce que l'interdiction totale signifie la suppression d'emplois industriels. Il y a l'influence incontestablement des producteurs, notamment canadiens, qui font savoir que ce sera entre le Canada et notamment le Québec et la France une véritable source de discorde. Mais je suis formel. À l'époque, je recommande à Alain Juppé une interdiction totale et immédiate. Après toutes ces années perdues, les décrets d'interdiction de l'amiante entrent en application le 1er janvier 1997. Aujourd'hui, 6 ans après, les plaies sont béantes et le fossé des incompréhensions et des rancœurs est désormais infranchissable. Il y avait 2 catégories de personnes, pour moi. Il y avait ceux qui n'étaient pas informés, qui faisaient travailler les gens. Il y avait ceux qui étaient informés et qui fermaient les yeux, parce qu'ils étaient bien placés et ils n'osaient pas se mouiller. Il y avait trop de profit en jeu. Évidemment, avec 30 ans de décalage, on peut le dire, mais vous étiez de vrais salauds, vous saviez, enfin bon, non mais ça, je connais la musique, hein. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dis que les connaissances en matière de maladies liées à l'amiante n'ont été... se sont faites progressivement. Je crois que pour plein de médecins du travail de ma génération, ça sera quand même une fêlure. On a failli. On est passé à côté. Alors, non pas qu'on ait ignoré le problème, mais on n'a pas su faire passer ce qui on n'a pas su faire l'information qu'il fallait. Ce dont il faut évidemment en tirer parti, c'est des leçons de cela. Et de manière à doter la France et l'État des moyens désormais d'éviter que, connaissant un risque avéré de santé publique, on tarde à prendre les décisions qui s'imposent. Mais qu'est-ce qu'un risque avéré de santé publique? Dans cette ancienne usine Ferrodo, on met en œuvre un matériau de substitution à l'amiante, les fibres céramiques réfractaires. Ces fibres ont été classées cancérogènes de 2e catégorie par une directive européenne de 1997.
ce qui signifie, je cite, que la fibre doit être assimilée à une substance cancérogène pour l'homme. Est-ce que vous recevez une information dans l'entreprise sur le matériau que vous mettez en œuvre? Oh non, on ne dit rien. On s'en rend compte quand on colle des étiquettes sur les produits finis, par exemple. On la lit, on voit bien que c'est marqué irritation possible de la peau par frottement, peut provoquer le cancer par inhalation aussi. Et il y a une poussière phénoménale. À certains postes, il y a 2-3 cm de poussière. Et ça vous protège bien? Pour moi, ça m'évite de tousser. Mais dire que ça évite d'enlever toute la poussière, je ne sais pas. Hein. Vous passez des radiographies des poumons? Oui, tous les ans, la médecine du travail. Qu'est-ce qu'il vous dit, le médecin de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il dit qu'il faut se protéger. Mais c'est tout.